beaucoup, Silvio. J'aimerais aussi remercier les organisatrices de ce colloque qui, contre vents et marées, ont réussi finalement à organiser ça en personne. Et j'aimerais aussi dire que je suis très, très heureux de pouvoir participer et donner ma conférence habillé correctement parce que jusqu'à vendredi 16h, je pensais que le colloque aura lieu jeudi. Parce que dans ma tête, père de 2 jeunes enfants, le 16 mai, c'était jeudi, j'avais 3 jours pour préparer. Donc, j'allais venir aujourd'hui en short et t-shirt, mais bon, j'ai été sauvé par un courriel de la soutenance de l'étudiante Sylvette. Je la remercie, cette étudiante-là. Donc, bon, bref. Bon, je vais attaquer assez rapidement le sujet. J'ai remarqué qu'on a tous utilisé la même image que Word propose pour formulaire contrat, mais c'est bon, c'est libre de droit. Bon, ma question pour aujourd'hui, c'est assez simple. Quels sont les vices et vertus de l'utilisation des formulaires en droit des contrats? Donc, sachant que le droit des contrats est quand même assez souvent associé au principe de la liberté contractuelle et du consensualisme. Donc, l'utilisation de formulaires, c'est-à-dire imposer une forme particulière pour le contrat, ça peut être un peu contre-intuitif. Donc, je vais essayer de répondre à cette question-là durant cette conférence. Et pour y répondre, je vais d'abord essayer de faire un survol assez sommaire de l'état de droit concernant l'usage de formulaires en droit contractuel au Québec, pour ensuite pouvoir porter un jugement sur les vices et les vertus de ce type de contrat. Mais qu'est-ce que j'entends par contrat formulaire? Tantôt, j'écoutais ma collègue Nathalie Vézina qui parlait assez correctement, justement, des contrats d'adhésion. Donc, les contrats d'adhésion, ce sont des formulaires. On va aller pratiquer un sport extrême, donc on nous fait signer un formulaire. Oui, c'est le contrat formulaire, mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Donc, le contrat formulaire que j'entends pour parler aujourd'hui, c'est plutôt un contrat dont la forme est imposée par une autorité publique. Donc, l'autorité publique, ça peut être la loi, ça peut être un règlement, ça peut être même un organisme qui va organiser une pratique professionnelle, comme par exemple pour les courtiers immobiliers. Dans la définition que je donne au contrat formulaire, vous voyez que l'accent a été mis sur la forme, mais on va voir au cours de la présentation, notamment vers la fin, qu'il y a une relation, une interaction quand même assez importante entre la forme et le contenu, et les deux s'influencent réciproquement. Essayons de démêler un peu les notions, donc de voir avec les concepts qui sont des concepts voisins. On a d'abord le contrat formulaire que j'ai donné comme définition. On peut très bien penser à des contrats réglementés. Qu'est-ce qu'un contrat réglementé? C'est un contrat dont le contenu est imposé par un règlement. Est-ce qu'un contrat formulaire, tel que je l'entends, est nécessairement un contrat réglementé? Pas vraiment. Un contrat réglementé, on peut penser par exemple au contrat d'Hydro-Québec, que c'est un contrat réglementé, mais qui ne se présente pas nécessairement comme un contrat formulaire. Ou dans d'autres cas, on peut avoir des contrats formulaires qui ne sont pas vraiment un contrat réglementé. On peut penser à des offres d'achat que je vais expliquer un peu plus tard. Contrat d'adhésion. Et là, tantôt, je disais que je ne vais pas parler de contrat d'adhésion, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces deux-là sont vraiment opposés? Je ne pense pas. On peut avoir un contrat formulaire qui va être complété peut-être en partie de contrat d'adhésion. On peut penser à des domaines de consommation où on va acheter une voiture avec un contrat de vente à tempérament. On va avoir un formulaire complété par un contrat de vente qui va nous imposer des stipulations. Donc, on pourra avoir une coexistence entre contrat formulaire et contrat d'adhésion. Contrat de gré à gré, est-ce que ça veut dire qu'un contrat formulaire n'est jamais un contrat de gré à gré? Ça non plus, c'est pas vrai, parce qu'on peut avoir des contrats formulaires, on verra, où les parties gardent véritablement le pouvoir un pouvoir réel de négociation. Dans une ancienne version de ma présentation, j'avais le contrat de consommation. Je ne sais pas pour quelle raison je l'ai supprimé, mais je vous le dis oralement. Un contrat formulaire, ça peut être également un contrat de consommation, mais ça peut ne pas être un contrat de consommation. C'est un contrat de consommation lorsque, par exemple, on utilise un formulaire imposé par la LPC
la loi sur la protection du consommateur, mais ça peut ne pas être un contrat de consommation lorsqu'on utilise une promesse d'achat avec l'intervention d'un courtier. Le promesse d'achat a été rempli par deux particuliers. Une petite précision terminologique, et là, vous allez me pardonner pour cette précision terminologique, parce que pour la facilité de langage, moi, j'aimerais bien... je me suis perdu dans mes notes. Pour la facilité de langage, moi, j'aimerais bien vous proposer juste de me pardonner d'utiliser le terme contrat formulaire aussi bien pour le contrat au sens propre du terme, cet acte juridique bilatéral créateur d'obligations, que pour les actes juridiques unilatéraux. Parce que dans les lois qui imposent le formulaire, on voit bien qu'il y a bien des actes juridiques unilatéraux qui sont imposés, mais ces actes-là vont être posés dans le cours de l'exécution du contrat, tels que l'avis de résiliation, avis d'échéance du terme. Et donc, quand je parle de contrat formulaire, je parle aussi bien d'un contrat, tel qu'on le connaît, qu'un acte juridique unilatéral utilisé dans le cadre de l'exécution d'un contrat. Mais où trouve-t-on ces contrats formulaires? Je ne prétends pas avoir fait une recherche exhaustive en droit québécois, mais il y a quand même 3 domaines qui ressortent principalement. Dans le domaine de la consommation, dans le domaine de la conclusion des bails de logement, des baux de logement, et aussi dans le domaine de la transaction immobilière lorsqu'un courtier immobilier intervient. Pour la consommation, c'est la loi sur la protection du consommateur qui le prévoit, l'utilisation obligatoire du règlement, du formulaire, et le règlement d'application prévoit non seulement les indications qui doivent être inscrites dans ce formulaire, mais on a également vraiment le formulaire dans le règlement. C'est un article de règlement. Pour le bail de logement, c'est le Code civil qui le prévoit, mais c'est un règlement édicté en application de la loi sur le tribunal administratif du logement qui prévoit le règlement. Ce sont les annexes de cette loi, de ce règlement-là. Là encore, le texte du règlement, c'est dans un texte officiel, c'est-à-dire dans le règlement. Pour la question de courtage immobilier, c'est-à-dire les différents contrats, les différents actes qui sont pesés dans le domaine de la transaction immobilière, c'est la loi sur le courtage immobilier qui le prévoit. En plus, il y a un règlement sur les contrats et formulaires qui a été adopté où ça donne des précisions de savoir comment ces formulaires-là doivent être adoptés, quelles sont les marges des parties lorsqu'elles sont face au formulaire, mais les formulaires, on ne les trouve pas dans le règlement, les formulaires, on les trouve sur le site Internet de OACIQ, Organisme Autoréglementation de courtage immobilier au Québec, parce que ces formulaires-là sont préparés par cet organisme, mais approuvés finalement par le gouvernement. Il y a 3 choses, qui fédèrent ces 3 domaines. D'abord, ce sont des domaines dans lesquels une des parties est nécessairement une personne physique. Deuxièmement, ce sont des domaines dans lesquels on conclut les contrats les plus importants de notre vie. Achat d'une maison, louer un appartement ou une maison, et aussi des contrats de consommation de grande valeur avec crédit. Ensuite, troisièmement, ce sont des domaines dans lesquels il y a une idée de protection. Donc, il y a l'idée de protection de la partie faible ou du public. Que prévoient ces formulaires? Je ne vais pas vraiment aller trop dans le détail des formulaires, mais je vais vous donner un aperçu général de ce que ces formulaires prévoient dans tous les domaines visés. En droit de la consommation, il y a 6 contrats qui doivent être constatés par un formulaire. Le dénominateur commun de ces 6 contrats, c'est l'usage du crédit. Donc, peu importe le type de contrat, il y a toujours un crédit qui est utilisé. Donc, c'est là où le législateur, il dit, moi, je veux un formulaire pour constater ça. Qu'est-ce qu'on y trouve? Je vous dirais franchement que le contrat formulaire, c'est quand même assez usuel. On aurait demandé à quelqu'un qui est bien avisé de rédiger ce contrat-là, il aurait fait la même chose. Donc, on n'avait vraiment pas besoin de formulaire. Mais pourquoi on ajoute le formulaire?
lorsqu'on va regarder la rubrique qui est identification des parties, description de biens, description détaillée des informations financières, c'est là l'intérêt de formulaire pour ce contrat de consommation. Ensuite, durée de contrat, information sur les contrats optionnels, moment de livraison, réserve de propriété. Donc, vous voyez que toutes les rubriques-là, c'est le commerçant qui allait proposer le contrat. Il allait les avoir, toutes les rubriques, mais sauf la description détaillée des informations financières où on veut donner vraiment une transparence. On veut s'assurer d'une transparence financière. Quant aux actes juridiques unilatéraux, toujours dans le domaine de la consommation, on peut faire la distinction entre deux types d'actes. Il y en a des actes qui sont posés par le consommateur, il y en a des actes qui sont posés par le commerçant. Pour ce qui concerne le consommateur, on a les avis de résolution et résiliation. Et là, sérieusement, je vous dis, c'est très simple. Mais sauf que c'est une grande utilité pour le consommateur. Tout ce qu'on trouve dans le formulaire d'avis de résiliation, c'est identification des parties, identification de contrat et une phrase écrite très simplement qui va formuler la demande de résiliation. Vous demanderez à n'importe quelle personne dans la vie, dans la rue, de dire « Est-ce que tu es capable de rédiger un avis de résiliation ?» Il va se bloquer. Alors qu'ici, on a un formulaire, il y a juste à remplir les cases et va trouver que son avis va être conforme à la loi. En ce qui concerne les actes qui doivent être posés par le commerçant, et là, on a encore ce souci de transparence financière parce que, outre l'identification des parties et du contrat, on y trouve aussi des informations financières détaillées. Donc, c'est quoi l'état de compte? Combien tu as payé? Combien il reste payé? Quels sont les paiements déchus et tout ça? Et on rappelle les droits du consommateur. Je vais essayer d'accélérer un peu. J'hésite, accélérer le pas ou zapper sur certaines informations. Je vais réfléchir en parlant. Mais que prévoient ces formulaires dans le domaine de bail de logement? Là, dans le domaine de bail de logement aussi, on a plusieurs contrats qui doivent être constatés par écrit. Et là encore, on a des rubriques qui sont très des sections très normales qu'on trouve dans un contrat si on avait demandé à quelqu'un qui est bien avisé de rédiger. Qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant dans ce contrat de bail de logement? C'est la dernière section qui est la reproduction des articles du Code civil au verso du contrat. Et là, il y a une tentative d'incorporer la loi dans le contenu contractuel. Je vais arriver à ça, je vais discuter de ça comme étant à la fois en vertu ou en vice des contrats formulaires. Retenez ça, si j'ai oublié, dites-le moi. Pour le courtage immobilier, on a deux types de contrats. Le contrat de courtage, qui est un contrat de consommation au sens large du terme, entre un professionnel et un vendeur, où on a toujours les rubriques très usuelles dans ce genre de contrat, identification de parties, objet, prix, rétribution, la façon, prix et conditions de la vente. Et on a également des contrats formulaires qui sont des promesses d'achat ou contre-propositions. Ça, c'est un contrat gré à gré, ces derniers types de contrats, où les parties, où il n'y a pas de problème d'équilibre de force. J'arrive maintenant à la deuxième partie de mon intervention qui ne porte sur une seule diapositive. Donc, quels sont les vices et vertus maintenant des formulaires? Je vais commencer par les vertus. Je pense que la première vertu qu'on peut trouver pour les contrats formulaires, c'est la structure du contrat et la clarté des termes. On a des contrats très bien structurés où tout est à sa place. En plus, on a des termes qui sont clairs. On n'a plus le problème, par exemple, des clauses illisibles. On n'a plus le problème des clauses incompréhensibles. En plus, ce sont des termes de clauses qui sont conformes à l'état de droit, aussi bien aux règles impératives qu'à la bonne pratique contractuelle. Deuxième vertu que je peux trouver, c'est la transparence financière. Justement, dans le domaine de la consommation notamment, et là, on force le commerçant à être transparent, à ne pas cacher les frais de crédit et que le consommateur puisse savoir vraiment combien ça coûte réellement ce contrat à crédit pour lui. Il y a aussi la question d'harmonisation.
L'utilisation des contrats formulaires, ça permet d'harmoniser d'abord la pratique contractuelle. Au lieu d'avoir 10 000 sortes de contrats de bail de logement, on va avoir un seul formulaire. Et ça permet également une harmonisation de la jurisprudence qui va essayer d'interpréter ces contrats-là. Donc, ça harmonise d'abord la pratique contractuelle et ensuite, ça harmonise l'interprétation judiciaire. On peut également parler de la facilité de la chose pour les individus. Et là, je disais tantôt que si on demande à quelqu'un de rédiger un contrat de bail sur un feuille de papier, la personne va bloquer. Quelqu'un qui n'a pas de connaissances juridiques. Alors que vous prenez le formulaire de bail de logement, vous savez que tout est là. Vous devez juste remplir les informations qui vous sont personnelles. Donc, c'est facile à remplir. Et ça dissipe un peu les peurs du consommateur. La question de coût de transaction non plus ne sont pas négligeables. On n'a pas besoin de rédiger des contrats, on n'a pas besoin d'avoir un avocat, des conseils juridiques. On peut juste remplir les contrats qui sont soit disponibles gratuitement, soit à des coûts très modiques, et le problème est réglé. Et une dernière vertu que j'aimerais m'attarder un peu là-dessus, c'est la contractualisation des règles impératives. Ça, c'est très intéressant parce que nous, on le sait déjà que c'est la question des contrats incomplets finalement. C'est un contrat qui ne contient pas quelques clauses. Ça peut être considéré comme un contrat incomplet que lorsqu'il va y avoir un litige, on va demander au juge, OK, complète-moi ce contrat. Il y a des lacunes, trouve-moi où sont les règles. On sait que la plupart des clauses qui sont dans les contrats formulaires, par exemple, bail de logement ou la loi sur la protection des consommateurs, ils sont des règles impératives. Donc, on sait que de toute façon, ces règles-là, ils vont s'appliquer au contrat par le biais de l'article 1434. Ils vont être contractualisés. Donc, c'est quoi l'intérêt de les reproduire dans le contrat lui-même? Moi, je pense que l'intérêt, c'est de déplacer le problème, c'est-à-dire de compléter le contrat en amont. Et ça peut avoir aussi une vertu pédagogique où le consommateur ou la personne qui contracte, la personne physique, n'a pas besoin de connaître le cadre juridique à son contrat en allant fouiller un code civil et comprenant rien de la structure de code ou en allant voir la loi sur la protection des consommateurs. Tout est dans son contrat. Donc, il sait que s'il est en défaut de paiement pour un terme, une obligation à terme, combien de jours est-ce qu'il a le temps pour remédier à son défaut? Qu'est-ce qu'il doit faire pour régler son problème? Est-ce qu'il peut rendre le bien qu'il a acheté ou pas? Donc, cette contractualisation des règles impératives ou aussi supplétives, je pense que ça permet aux contractants, personnes physiques, d'avoir un regard quand même assez global sur ses droits et obligations sans avoir la nécessité d'aller chercher dans les règles juridiques, dans le code civil ou dans les lois. Mais ces contrats formulaires ne sont pas nécessairement des contrats sans problème. Ils ont des vices aussi. Moi, je pense que le vice le plus important, c'est cette ambiguïté sur la place de la liberté contractuelle. Qu'est-ce qu'on fait avec un formulaire qu'on nous présente? Est-ce que j'ai le droit de le toucher? Je ne parle pas des options qui sont données au sein du contrat où je peux cocher A ou B, où il y a une case qui dit autre stipulation. Je parle de la question de savoir est-ce que j'ai le droit de faire une rature sur le contrat, de remplacer un terme ou pas. La question n'est pas purement théorique, ça a été déjà posé dans le domaine justement de transactions immobilières. Il y a eu une décision de la Cour suprême, mais sous l'ancienne loi sur la loi sur le courtage immobilier. Et il y a une divergence jurisprudentielle entre la Cour d'appel du Québec qui était plutôt se penchait plutôt vers le principe de la liberté contractuelle et la Cour suprême qui se penchait plutôt vers la protection des consommateurs. C'était quoi le problème dans le cadre de ce litige-là? C'était Proprio Direct, une agence de courtage immobilier qui avait ajouté quelque chose sur le formulaire obligatoire de courtage exclusif. C'était quoi? Il demandait un prix d'abonnement. Alors que dans le formulaire, la rétribution doit être faite une fois que le contrat est conclu ou une fois que le contrat aurait dû être conclu.
on a contesté cet ajout en disant que non, tu peux pas changer le formulaire. La Cour d'appel a dit, il n'y a pas de problème. On ne trouve rien ni dans la loi, ni dans le règlement. Je vous rappelle que c'est l'ancienne loi. On ne trouve rien qui parle de ça, d'un mode spécifique de rétribution. Tout ce que le règlement il dit c'est quoi le mode de rétribution, et c'est tout. La Cour suprême va casser cette décision-là en disant que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que si on ne trouve pas dans la loi, ça veut dire que tu as le droit de tout faire. Il dit qu'il faut le voir dans une optique de protection du consommateur et ne pas dans une optique de la liberté contractuelle. Donc, tu ne peux pas toucher à ça. Une rétribution autre que ce qui a été prévu dans le formulaire n'est pas possible. Le législateur intervient, le cadre juridique, ça change. On se range plutôt derrière l'argumentaire de la Cour d'appel parce que le règlement, il va prévoir que d'abord, le règlement, juste, j'ai oublié quelque chose. Il y a une dissidence aussi dans cette affaire. La dissidence disait qu'il faut faire la distinction entre le contrat et le formulaire. Le formulaire n'est pas le contrat. Le formulaire, c'est un support. Et il n'y a rien dans la loi qui oblige les contractants de prévoir un mode de rétribution particulier. La nouvelle loi avec le nouvel règlement, justement, je pense qu'ils vont remédier à ça. Comment ils vont le faire? D'abord, le règlement prévoit des règles spécifiques pour le contrat et le formulaire. Déjà, le nom de leur règlement, c'est règlement sur le contrat et le formulaire. Ensuite, on prévoit quelles sont les dispositions supplétives, quelles sont les dispositions impératives que tu ne peux pas faire. Et pour ménager la Cour suprême, on a dit que, OK, pour la rétribution, tu ne peux pas demander quelque chose avant de donner le service effectivement. Donc, prix d'abonnement, ce n'est pas possible. La question a été réglée pour le contrat de courtage immobilier, mais n'empêche que ça reste encore une ambiguïté. L'autre fois, je disais, pour préparer ça, j'allais voir le contrat de vente à tempérament. Je voyais que le concessionnaire m'a fait signer 2 formulaires, 2 documents. Vente à tempérament, contrat de vente. C'est le même contrat. Mais sauf qu'il y avait peur. Le pauvre avait peur de toucher à la formulaire. Donc, il dit, OK, je vais lui faire signer le formulaire. Et après, pour tout ce que je veux ajouter, ça va être un autre document. Et là, on voit, c'est un peu l'ambiguïté pour le commerçant. L'autre problème, je sais que je suis en train de déborder, mais il m'en reste 2-3 points. Ambiguïté sur la sanction du non-respect. La sanction du non-respect n'est pas toujours claire. Dans la loi sur la protection du consommateur, on sait que c'est la nullité, c'est beau, il n'y a pas de problème. Pour le bail de logement, on dit que tu n'utilises pas le formulaire, ce n'est pas un motif pour résilier le contrat. Donc, en plus, on peut faire avoir un bail verbal et le faire constater 10 jours après par un écrit. Tu ne le respectes pas. C'est quoi la sanction? Je ne sais pas. Tu vas chercher une ordonnance pour te faire obliger à te donner le formulaire. C'est complètement ridicule, cette sanction. Dans le domaine de courtage immobilier, c'est un petit peu mieux. Là, la loi il dit que tu ne respectes pas le formulaire. Ce n'est pas une cause d'invalidité du contrat, mais sauf que le courtier s'expose à des sanctions disciplinaires. Et là, toutes les affaires que j'ai dit, ce sont la suite des sanctions disciplinaires qui avaient été jugées. Donc, il y a une ambiguïté sur l'usage, le non-respect de ça. Et les 2 derniers points, 3e point, c'est avec le bail de logement que je vous ai dit que les dispositions du code sont reproduites au verso. Et là, on tombe exactement dans le même piège que les contrats d'adhésion. Personne ne lit le verso. C'est un petit caractère, un peu gris, et personne ne le lit. Donc, ça veut dire que cet effort de vouloir les incorporer dans le contrat, finalement, ça ne donne pas grand-chose. Au moins au moment de la formation du contrat. Je ne parle pas de conflit. Et finalement, pour conclure, le formulaire, ça peut donner une illusion de pouvoir magique, de pouvoir infléchir la qualification du contrat. Et là, quand on va faire une recherche sur la jurisprudence du tribunal administratif du logement, on voit que des gens, ils remplissent le formulaire de bail de logement en pensant qu'ils ont conclu un contrat de bail de logement, mais sauf que dans la réalité, leur contrat n'est pas un bail de logement, c'est un autre bail. Donc, le régime ne s'applique pas à eux. Alors que pour les contractants, il suffit de remplir ce formulaire pour que, automatiquement, je puisse être qualifié pour
le régime juridique applicable à ce contrat. Et merci beaucoup et désolé pour le temps.